Bien le bonjour et bon retour de relâche tout le monde. Je vais demander tout à l'heure au premier ministre de faire preuve de respect à l'endroit des Québécois, à l'endroit des Canadiens, mais surtout à l'endroit des déplacés de guerre ukrainiens. Lorsque le Canada a reçu des réfugiés syriens, le premier ministre a nolisé des avions, il les a reçus à l'aéroport. Je pense que même les agents de sécurité des aéroports avaient des selfies avec le premier ministre. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? On a le Canada qui annonce une annonce qui remonte à plus que 2 semaines avant que l'annonce plus tard, qui était supposée être une passerelle aérienne, ce soit... Écoutez, je vais avoir de la misère à vous l'expliquer. Voilà, on en est là. Un gouvernement qui n'est pas capable de faire passer des tests biométriques aux gens qui sortent d'Ukraine, qui veulent s'en venir ici, va devoir leur expliquer qu'il y a une fondation privée dans laquelle il n'y a rien à voir, puis dans laquelle il ne met pas une scène, qui va mettre à leur disposition des points aéroplans ou Star Alliance à des gens qui n'ont probablement aucune idée de quoi il s'agit, puis qu'en accumulant ça, Air Canada, à coup nul également, parce qu'il aurait dû donner quelque chose pour ces points-là, de toute façon, va mettre à leur disposition des billets d'avion pour les ramener ici. On est bien plus dans une publicité d'Air Canada que dans quoi que ce soit qui ressemblerait à un plan sérieux. Puis sur le fond, c'est comme si on distribuait des publisacs dans une banque alimentaire. Ça règle le problème de personne. C'est une infopub qui ne règle pas le fond. Et le ministre n'arrête pas de répéter, il y aura une passerelle aérienne. Sur ce bout-là, je veux céder la parole à mon estimé collègue Alexis, qui veut aussi vous parler de ce bout-là de la chose. Merci, chef. Bonjour tout le monde. En fait, M. Gabra, le ministre des Transports, il y a 17 jours, nous a dit qu'elle allait annoncer une passerelle aérienne bientôt, qu'elle a finalisé les détails avec les compagnies aériennes. Mercredi, le ministre est avec son plan d'aéroplan, en nous disant qu'elle allait noliser des avions aussi, mais nous, ça fait depuis le jour 7 qu'on a proposé l'idée de la passerelle aérienne, le jour 7 de la guerre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est rendu au jour 62. Et savez-vous combien d'avions ont été nolisés présentement pour aller chercher les Ukrainiens qui ont besoin de fuir les pays limitrophes de l'Ukraine? 0. Donc, quand on dit que ce gouvernement-là a un problème de réponse rapide lors d'une crise, qu'elle soit humanitaire, que ce soit une crise de conflit armé, ce gouvernement-là est incapable de se revirer rapidement sur un dixaine pour aider les gens, alors qu'il se pose toujours en super-héros des droits humains. Encore une fois, on a la preuve que ce gouvernement-là est beaucoup plus dans l'image que dans les gestes. Et c'est malheureux parce que ceux qui en souffrent présentement, bien, ce sont les Ukrainiens. Et les Ukrainiennes au premier chef avec leurs enfants, puisqu'on sait que la majorité des réfugiés qui arriveront ici, au Canada entre autres, mais qui sont la majorité des réfugiés qui ont fui l'Ukraine, ce sont des femmes et des enfants et des aînés. Donc, là-dessus, je pense que non seulement c'est un devoir du Canada parce que c'est la 2e diaspora au monde ukrainienne, mais en plus de ça, quand on lève la main pour dire à tout le monde « on va vous aider », puis qu'en bout de ligne, c'est 0 avion, puis qu'on est rendu au jour 62, il y a un sérieux problème. J'espère que le ministre et le premier ministre vont se regarder dans le miroir pour essayer de finalement poser un geste qui va vraiment aider les Ukrainiens et les Ukrainiennes à sortir de là. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une question par rapport au rapport du commissaire à l'environnement. Vous m'étonnez. Est-ce que vous estimez que le programme actuel des libéraux, qui on pense par exemple à la tarification sur le carbone, est-ce que vous estimez que c'est un programme qui est juste, dans le sens qui est équitable pour tous les travailleurs, pour toutes les communautés à travers le pays, dans sa façon actuelle, dans sa forme? Il y a un sens du détail dans votre question auquel je ne pourrais pas me rendre. Parce que les constats qu'on fait à ce stade-ci, puisque moi j'ai retiré en premier du rapport du commissaire à l'éthique, c'est qu'il dit, d'ailleurs, M. Guilbeault disait qu'il était d'accord avec le commissaire, bien, il va retourner faire ses devoirs. Parce que le rapport du commissaire à l'environnement, je suis désolé, le rapport du commissaire à l'environnement, c'est de dire à M. Guilbeault, retournez faire vos devoirs. Vous avez fait une sélection opportune, des morceaux d'études qui faisaient votre affaire pour surstimuler ce qui allait vous donner une possibilité d'atteindre des objectifs alors que vous ne serez même plus là quand ils devraient être atteints. Pour avoir un plan qui aurait l'air crédible alors qu'à sa face même, il ne l'est pas. Des calculs, de la complaisance, une utilisation des technologies incertaines, que ce soit la séquestration, mais surtout dans le rapport du commissaire, l'hydrogène, qu'il soit vert, bleu ou gris. Il y a
surexposition de mesures dont la science n'a absolument pas dit que c'était possible ou efficace pour avoir quelque chose qui va bien paraître, mais qui n'est pas crédible. Sur les grands émetteurs, est-ce que vous estimez que le gouvernement fait son travail? C'est-à-dire qu'il est assez exigeant envers les normes pour les grands émetteurs? Les principaux émetteurs, les plus grands émetteurs auxquels le gouvernement doit imposer la discipline, c'est bien sûr l'industrie pétrolière et gazière. L'industrie pétrolière et gazière se fait dire, oui, il faudra plafonner, mais voici des dizaines de millions de dollars qui vous seront donnés en compensation avec le, passez-moi l'expression, le sweet deal. Le sweet deal, c'est vous devez caper, plafonner vos émissions, et si vous plafonnez vos émissions avec l'argent que nous allons vous donner, ou si vous baissez la production de gaz à effet de serre par baril, vous pourrez augmenter la production. Le but de l'exercice final, c'est de permettre à l'industrie pétrolière d'augmenter la production tout en prétendant réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, une réduction par baril n'est pas une réduction globale, surtout avec l'aide du gouvernement qui vient de nos poches à tous et toutes. When you see the various levels of carbon pricing across the country, do you think a national standard is required to get other provinces up to the same level of Quebec? I do not fear that much a national standard because Quebec is far above everybody else because we have our own system. Since 2013, I was the one to complete the deal. When I was Minister of Environment in Quebec, I do not think that there's any issue about which the federal government should present or impose any standards, but I understand that some jurisdictions and provinces are far behind in terms of fighting this huge issue that we have to face together. When I say together, I mean the whole planet. So how do you get them up to a higher level? You impose for each province to have a system that will have some standards, but those standards cannot step on the toes of Quebec, which already has its own system, which is performing quite well and could still do better. Ottawa devrait imposer aux dirigeants fédéraux, je dis à la loi de langue officielle, croyez-vous qu'Ottawa devrait les imposer un minimum de dirigeants francophones ou un certain quota d'avoir des dirigeants francophones? J'ai une grande préoccupation sur comment on va assurer la pérennité du français et l'application de la Charte de la langue française dans les entreprises de juridiction fédérale au Québec. Maintenant, je me lève pas le matin en me disant que le gouvernement fédéral a la capacité et encore moins la volonté de dire au Canadien national qu'il faut qu'il y ait du monde qui parle français sur son conseil d'administration ou qu'Air Canada doit respecter le français comme deuxième langue officielle du Canada, surtout venant d'un premier ministre qui a exprimé une bien étrange indignation alors qu'il a lui-même désigné le sommet du sommet de la pyramide de ces institutions canadiennes, une dame unilingue anglophone, et que tout récemment encore, il a désigné une lieutenant-gouverneur anglophone, pas anglophone seulement, mais qui ne parle pas français au Nouveau-Brunswick. Donc, évidemment, l'exemple vient de haut et évidemment, il n'y a aucune entreprise qui se sent obligée d'avoir une sensibilité au français quand le premier ministre du Canada n'en a pas. Un quota, un minimum, est-ce que si vous pensez si Ottawa mettrait un quota puis un minimum, ça pourrait aider, ça pourrait changer les choses? Il y aurait un défi juridique à faire en sorte qu'un conseil d'administration soit obligé de s'imposer des quotas minimums de gens ayant un niveau minimum de compréhension du français. Il y a des choses, je me permettrais de paraphraser mon ami René Villemur, il y a des choses qui ne sont pas une question de code ou de règles, mais une question d'éthique, de jugement, d'intuition. Tu sens quand est-ce que tu fais la bonne chose, puis quand est-ce que tu fais pas la bonne chose. Évidemment, tout le monde comprend l'indifférence du gouvernement actuel par rapport aux enjeux de la langue, qui, encore une fois, fait des gestes ou pose des gestes de façade plutôt que des gestes de fond, qui pourraient contribuer à faire respecter le français. On sent de plus en plus que le français est un irritant dans de nombreuses provinces canadiennes. C'est pas que le gouvernement fédéral peut imposer juridiquement, légalement, d'avoir un minimum de francophones sur le conseil d'administration d'entreprises assujetties à la loi sur les langues officielles, dont les Canadiens. Oui, je pense qu'on peut, c'est possible. Juridiquement, on peut imposer à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Mais je vous laisse imaginer combien de personnes qui ont le numéro de téléphone direct dans le cabinet du premier ministre et qui dirigent de grandes entreprises canadiennes qui vont prendre le téléphone et dire « tu peux pas nous faire ça ». Et je suis convaincu que la sensibilité du premier ministre sera davantage à des gens qui vont lui expliquer en anglais, qui ne veulent pas se faire imposer du français, qu'à des gens qui vont essayer de dire en français qu'ils aimeraient avoir le droit de parler en français. C'est ça le problème avec ce gouvernement-là, ou à la limite, c'est ça le problème avec ce pays-là. Vous ne pensez pas de l'achat de Twitter par Elon Musk et des investisseurs?
L'empire de M. Musk, qui est assurément un visionnaire et un entrepreneur absolument exceptionnel, a aujourd'hui plus de pouvoir que la plupart des États de la planète. Et de voir sans contrainte, sans cadre, le pouvoir d'individus devenir tel qu'il peut plier des États, plier des gouvernements et octroyer une licence de « tu peux dire n'importe quoi chez nous » à des millions ou des dizaines de millions de personnes, c'est sûr que c'est inquiétant. Parce qu'on connaît l'effet, puis je le vis au quotidien, l'effet de certains réseaux sociaux, c'est de créer des silos où les gens vont dire et entendre et lire ce qu'ils ont envie de dire et entendre et lire à l'exclusion du reste. J'ai une crainte pour la diversité des idées et pour la vérité de ce qui est exprimé sur les réseaux sociaux en général, parce que pas seulement Twitter, mais les autres vont être l'objet d'une pression pour réduire leurs propres contraintes sur ce que les gens peuvent y multiplier comme bobard, comme aberration, comme fausseté, comme injure. Je voyais un peu plus tôt une discussion à savoir si Donald Trump va récupérer le droit d'utiliser Twitter ou pas. Donc, évidemment, je suis un tenant absolu de la liberté d'expression, mais il y a des paramètres en et de propos haineux qui méritent un encadrement. J'aurais une question sur le sujet de ma collègue sur l'environnement. Donc, le fait que le commissaire dise que les données du gouvernement sur la réduction des GES par l'hydrogène ne sont pas fiables, est-ce que ça veut dire, selon vous, que le gouvernement a mal fait ses devoirs à d'autres niveaux? Ça ne veut pas dire qu'il a mal fait ses devoirs à d'autres niveaux, mais ça ne l'exclut évidemment pas. Le cas spécifique de l'hydrogène, c'est que c'est la saveur du mois. C'est la nouvelle patente. On va parler d'hydrogène à court terme, comme on parlait de séquestration carbone jusqu'à tout récemment, comme étant l'affaire qui va régler les problèmes de l'industrie pétrolière et du gouvernement libéral. La réalité, c'est que dans l'un et l'autre cas, les technologies sont incertaines, et dans l'un et l'autre cas, ça peut servir à des secteurs précis. Exemple, les cimenteries peuvent utiliser des formes de séquestration de carbone. Ça existe. Mais on ne peut pas penser utiliser ces technologies-là pour l'industrie pétrolière. C'est une évidence. De la même manière, pour l'hydrogène, pour le transport lourd, pour certaines industries lourdes, c'est une alternative viable, valable. Mais pour le transport individuel, ça ne peut pas exister. Ce n'est pas valable à cause de la perte, pas dans la science, mais à cause de la perte d'énergie à chaque transfert. Et le gouvernement utilise des apparences, des études choisies avec complaisance pour servir une conclusion écrite d'avance. Merci. Messieurs, dames, merci.